souviens, il y a une trentaine d'années, l'hôtellerie de chaîne qui émergeait à cette époque-là, était un marqueur de ce qu'allaient être les tendances de l'habitat. Et les gens allaient dans les hôtels et découvraient des choses qu'ils n'avaient pas forcément chez eux. Sur les 20 dernières années, on ne peut pas dire que les hôtels avaient forcément offert du mobilier qui était précurseur de ce qui a été dans les habitats, pas plus pour les couleurs, pas plus pour le niveau du Wi-Fi ou la vitesse du Wi-Fi, encore moins pour les écrans plats ou home cinéma, où on est arrivé il y a 5-6 ans, où chez soi, dans son propre habitat, on avait infiniment plus de confort et de technologie ou autre qu'on avait dans l'hôtellerie. Comment toi tu as vu un peu cette évolution et est-ce qu'aujourd'hui on peut encore être précurseur des tendances de l'habitat dans l'hôtellerie? Bah, la réponse elle est évidente. Je pense que oui. Alors, juste simplement pour revenir un petit peu en arrière, l'hôtellerie de chaîne, telle qu'elle s'est développée dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 60 en Europe, en France, avec donc l'apparition en 67 de Novotel, c'était une révolution dans le sens où effectivement une chambre, une télévision, un téléphone, une salle de bain, etc. Donc ça, c'était une méga rupture. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'habitat classique, il y avait souvent une salle de bain petite, baignoire sabot, ce que j'évoquais, ou une douche 70-70, et souvent avec des capacités de production d'eau chaude extrêmement restreintes. C'est-à-dire il y avait de l'eau pour le premier et pour le deuxième, le troisième il n'y en avait plus. On était comme ça, c'est-à-dire que c'était vraiment l'après-guerre. Donc en Europe, Novotel est une véritable révolution et les fondateurs ont été des visionnaires. Aux US, juste avant, il y a eu Holiday Inn qui a eu la même démarche, effectivement. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé. Et après, je dirais que certaines chaînes se sont endormies. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux produits créés, je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'innovations, voire de bousculades. Je veux dire que quand on se permet de créer Formule 1, qui était quand même un budget hôtel avec une salle de bain par étage, etc., c'était une vision. Et à l'époque, tout le monde disait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut une salle de bain par chambre. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas ce genre de règles. La preuve, c'est que réémergent aujourd'hui des auberges de jeunesse, revisitées évidemment, avec cet esprit de noyau et de partage de la chambre, à 4, 6, 8, et des sanitaires, etc. Donc, et ça renaît. Et c'est une excellente chose, parce qu'on préfère avoir une bonne surface en centre-ville que se retrouver avec une très grande surface en périurbain, parce que la vie, c'est la ville. Donc les cartes sont redistribuées. Effectivement, entre-temps, l'habitat a pris le pas sur l'hôtellerie. Et puis aujourd'hui, ça se réinverse totalement. D'abord parce que les cycles ne sont pas les mêmes, sont un peu plus courts en hôtellerie qu'ils le sont dans l'habitat. On a raté un cycle du coup, parce qu'on aurait pu... toi, tu dirais ça prend combien de temps? C'est quoi le cycle des équipements dans l'habitat ou des tendances par rapport à celui de l'hôtellerie? Les dernières statistiques, je ne les ai pas. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on était plus ou moins à 20-22 ans dans l'habitat et entre 12 et 15 sur l'hôtellerie. D'accord. Mais tu trouves que sur on n'a pas raté un peu à un moment donné, on ne s'est pas décalé, on ne s'est pas endormi plutôt sur 20 ans en termes de... aussi, mais c'est évident. C'est évident, mais on s'est aussi endormi sur des produits qui fonctionnaient finalement pas si mal. Et puis c'est toujours un petit peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire on tourne en rond et on n'avance pas, quoi. Je veux dire. C'est peut-être ce qui a mené au fil de l'eau à ce que l'hôtellerie a pris le chemin d'une commodité, finalement, n'était plus quelque chose de désiré profondément, que la demande étant assez forte, de toute façon les gens ils étaient entre guillemets en contrainte, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'aller trouver un hébergement à un moment donné dans une ville ou un endroit parce que voilà, il fallait bien ce qu'il fallait. Est-ce que du coup aujourd'hui on est moins porté par la demande qui explose, en tout cas plein d'alternatives ont été créées. C'est peut-être ça qui a un peu changé la donne, non? Je crois que ce qui a changé la donne déjà, c'est le développement énorme de l'hôtellerie quand même, en centre-ville aussi, parce que on n'est plus sur les standards. Quand vous avez un immeuble en centre-ville, c'est rare de pouvoir créer des modules multipliables. Donc on revient peut-être davantage vers ça. Je pense qu'aussi l'approche, elle est vraiment à la carte. C'est-à-dire qu'on a envie d'une hôtellerie parfois quand on est en centre-ville, on n'a pas forcément envie du restaurant dans l'hôtel. On n'a pas besoin, on a tout autour. Donc c'est une façon un peu plus ouverte de voir le produit. Et puis effectivement, il y a simplement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'évolution des technologies et la façon de vivre l'espace qui va bousculer et qui n'a que commencé à bousculer. C'est une histoire qui va durer sur des décennies. L'hôtel, dans son approche, ses fonctions et son rôle. C'est-à-dire que l'hôtel avait vraiment, à un moment donné, perdu ce rôle de plateforme de rencontres, d'échanges, etc. On y allait parce qu'il fallait dormir, quoi. C'était plus un lieu de divertissement ou de socialisation, quoi. C'était en tout cas certainement plus, ou rarement
des points sociaux, les bars qui sont généralement des points de rencontre et d'échange, puis évidemment finalement de consommation, où les restaurants étaient un mal nécessaire entre guillemets à l'hôtellerie, mais ça n'était pas intégré. Donc aujourd'hui c'est plus vrai du tout, on veut consommer autrement, à toute heure, différentes choses, etc. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a vu à un moment donné que le restaurant était le mal nécessaire de l'hôtellerie, enfin la restauration en règle générale. Ensuite on a dit le bar était aussi le mal nécessaire, on avait un barman, tout un tas d'équipements qui étaient là pour 3 cafés et 2 cocktails tous les soirs, donc, et puis ça remplissait pas son rôle de lieu de vie. Ensuite, on s'est trouvé un autre mal nécessaire qui a été le spa ou la salle de fitness. Donc là, on s'est dit, bon, bah, il en faut parce que ça fait partie du produit, on ne fera pas de l'argent dessus, mais ça va contribuer à l'attractivité globale de l'hôtel, il va se différencier par rapport aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les nouveaux concepts qu'on voit, j'ai l'impression que les gens ont réussi à réinventer ça, ont réussi à remettre au goût du jour leur restauration et à leur donner une attractivité pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour les clients aux alentours de la zone de chalandise. De la même façon, on voit que les salles de fitness maintenant se démocratisent, on en voit dans des concepts, Radisson Red par exemple on a remis, mais il y a d'autres concepts qui émergent également avec cette logique de remettre l'accès au fitness, parce que ça fait écho au bien-être et chez soi aussi, où on va à la salle de sport au quotidien, donc essayer de retrouver de l'attractivité pour ces concepts-là. Comment tu penses que le design ou la conceptualisation de l'intérieur et des volumes ont amené à soigner ce mal nécessaire qui est devenu maintenant presque des centres de profit à part entière? Alors, déjà tous les concepts malheureusement... C'est pas partout, je suis d'accord, mais ça se réveille doucement. Il y a pas mal malheureusement de faux nouveaux concepts qui sont en fait des... pétard mouillé. Mais non, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, le rapport au corps a changé. Je veux dire que le bien-être est une donnée assez fondamentale. C'est aussi le contre-pied des stress qu'on vit au quotidien, donc d'une crise qui est lourde. Donc il faut aussi pouvoir avoir une forme d'exutoire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à se nourrir. On cherche à se faire plaisir. On ne cherche pas à boire. Je veux dire, on le voit bien, les consommations énormément restreintes. On cherche plutôt à passer un moment en partageant avec quelqu'un. Donc encore une fois, c'est ce bien-être, cette émotion, ces émotions, ces vécus qu'on cherche à créer. Si vous ne le créez pas, à mon avis, votre endroit il aura assez peu de raison d'être. Et à chaque fois, une fois de plus, ça fonctionne. C'est étonnant. Il y a tous les ingrédients dedans qui sont ceux-là, justement. Donc je pense qu'il n'y a pas une solution toute faite. L'hôtel all-included tel que ça existait, ça continuera à exister sur un certain nombre de marchés. Mais ce n'est pas forcément ce que les gens attendent. Les gens sont prêts, quand ils sont en centre-ville, ils savent très bien que la restauration est autour. Et est-ce qu'il faut une restauration techniquement parce qu'il y a des contraintes vétérinaires, il y a des contraintes très lourdes d'opération? C'est peut-être pas la peine de se forcer à faire des choses sur lesquelles le voisin sera meilleur que vous. Oui, on ne sera pas efficace, on ne sera pas faire de rentabilité, on ne sera pas créer une expérience, on s'éloigne de son cœur de métier. Donc là, le programme est absolument fondamental, son emplacement est fondamental. C'est sûr que si vous êtes en périurbain et que la personne qui vient résider chez vous n'a pas une restauration, elle fait comment? Je veux dire, à part lui mettre un distributeur sur certains budgets d'hôtel, ça ne va pas forcément le faire. Mais est-ce qu'on est obligé de lui faire une expérience de restauration qui soit à mal nécessaire? Je comprends ce que tu dis. On va dans une zone industrielle où effectivement à 19h tout est fermé, il n'y a pas de restauration, donc à part prendre sa voiture, faire une demi-heure de route pour aller en centre-ville et manger, on va a priori manger dans le restaurant de l'hôtel, et souvent de l'hôtellerie économique ou peut-être moyenne gamme. Est-ce qu'on est obligé de lui faire quelque chose de fade La réponse elle est non. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va plutôt vers des solutions efficaces, des solutions simples. Et la dimension aujourd'hui diététique, la qualitative, va de plus en plus prendre le pas. Certains l'ont bien compris et intégré, d'autres pas encore. On ne cherche pas une carte complexe, on s'en moque. On préfère avoir 3 produits, et si les produits sont excellents, et cuisinés de façon simple, simplement gustative. Donc ça, c'est un élément qui domine. Et dans un bon environnement, parce que tu parles un peu du cycle biologique de chaque personne, et donc à quel moment on se situe dans la journée? Est-ce qu'on prend le petit déjeuner? Est-ce qu'on est en train de déjeuner? Est-ce qu'on dîne? On va avoir des effets de lumière, on va avoir l'environnement va être adapté. La lumière est fondamentale. Et, si vous êtes sur certains sites périurbains ou d'autres, il n'y a pas que ça, probablement vous allez un déjeuner, vous avez éventuellement un dîner, parce que la personne, le midi, elle ne sera pas là. Si vous êtes en centre-ville, les vies ne sont pas les mêmes non plus. Il y a des gens, maintenant, avec les systèmes de coworking, etc., où les gens vont dans les espaces et vont grignoter en même temps, etc. Donc c'est véritablement une cible précise à laquelle il faut répondre.
Mais une fois de plus, il faut répondre de façon claire, simple et saine. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est devenu incontournable. Et ça le sera de plus en plus. Et c'est le message qu'on doit émettre. De la même façon que dans votre chambre, la chambre doit être simple, efficace. Et on doit émettre les mêmes messages parce que c'est ce que les gens attendent. Le raffinement et la sophistication, c'est pas la même chose. Et on cherche le raffinement plus que la sophistication. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour ça aussi. Mais fondamentalement, c'est ça qu'on cherche. The right thing at the right place. C'est pas autre chose. C'est too much. On ne cherche pas. On cherche la bonne chose, la bonne proportion, le bon, etc. Et tout ça dans une logique. Et on revient au design, à ta question, qui est ce mot que les Anglais utilisent, l'affordance. C'est-à-dire qu'un espace vous parle, un produit ou un objet vous parle. Parce que la fonction qu'il a d'être dessiné exprime ce pourquoi il est fait. À partir du moment où il l'exprime bien, et c'est extrêmement complexe à faire, la démarche de création, la personne, elle s'affranchit de toute contrainte. C'est-à-dire naturellement, elle aura le bon geste. Un exemple que j'ai souvent cité, c'est l'histoire de la poignée de porte. Quand vous êtes obligé de mettre sur une porte poussée ou tirée, c'est que la poignée est mal dessinée. Parce qu'il y a des formes qui vous incitent à tirer, d'autres à pousser. Donc c'est un problème de design. Et quand c'est cognitif presque. Ah oui, complètement. C'est instinctif. Et si vous voulez générer le bien-être chez la personne que vous recevez, plus vous allez savoir générer ça, plus vous allez le développer, et plus la personne, instinctivement dans le volume, elle va aller et venir, elle va faire ce qu'il y a à faire. Et la flexibilité de l'espace, dont je vous parlais entre autres dans les services généraux, mais dans la chambre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des systèmes compliqués, il faut que les gens comprennent que ça peut s'ouvrir ou se fermer, que ça peut se faire comme ça, et puis tout le monde est content. Le réglage, à un moment donné, les technologies, c'est bien gentil, mais si les technologies, ça vous donne de la migraine, c'est de la non-technologie. C'est-à-dire que la technologie doit être extrêmement simple. Quand vous avez parfois une variation, un thermomètre pour régler la température de la pièce, la clim, qui sont des trucs, il faut avoir fait Polytechnique, ça ne marche pas. Quand vous avez un coffre sur lequel il faut le mode d'emploi pour rentrer votre code et refermer le coffre, il y a un problème. Donc à chaque fois que vous faites ça, vous générez un stress, et en générant ce stress, vous retardez entre autres la relaxation et le sommeil. Ça on le sait. Donc c'est là où l'expertise doit être extrêmement pointue, et plus elle est pointue, plus le client va s'affranchir du staff, parce qu'il n'a pas besoin du staff, du coup, s'il comprend tout. Et le staff pourra se donner aux clients sur des parties qui sont justement des parties intéressantes. Ouais, non, alors c'est vrai que c'est toute cette logique de comment on va créer de l'empowerment, c'est-à-dire de permettre au staff d'aller être la courroie de transmission de l'expérience, de l'empathie, de répondre à la promesse qu'on peut lui faire quand il vient, c'est d'être attendu, accueilli, accompagné et aidé. Souvent, on se dit, arriver à faire une fois quelque chose de super, faut déjà le faire, mais c'est pas mal. Mais arriver à le dupliquer, à l'industrialiser, et c'est là où souvent le boutique hôtel a amené quelque chose d'assez unique dans sa forme, c'est-à-dire qu'on va dire, on va faire quelque chose de spécifique à un endroit parce qu'on a pris un bâtiment qui a éventuellement une histoire ou pas, et puis on va essayer de créer une expérience spécifique à cet endroit-là. Maintenant, dans l'hôtellerie de chaîne, on sait qu'on a un désamour vers tout ce qui est standardisé en termes de produits, sauf qu'à un moment donné, on est obligé d'industrialiser un petit peu les choses. Comment toi, est-ce qu'il existe un chemin entre une chambre qui soit identique aux quatre coins du monde et une expérience qui soit identique aux quatre coins du monde sans être forcément la photographie ou le miroir de l'autre? Est-ce qu'on peut arriver à industrialiser sous cette forme-là aujourd'hui? Alors la réponse est oui. C'était extrêmement difficile il y a quelques décennies parce que le produit était un produit essentiellement physique. Donc, quand on a le même lit, la même tête de lit, le même, etc., à un moment donné, ça a quand même une certaine similitude. Ça, je crois que les gens en veulent de moins en moins. Ça ne veut pas dire que ça ne rassure pas un certain type de clientèle, mais fondamentalement, à partir du moment où vous dans la même boîte, avec le lit toujours pareil, telle dimension, etc., vous venez rajouter les fameuses technologies dont je vous parle. Variation chromatique, olfactive, etc. Ouverture ou fermeture de la porte. Votre volume, même si c'est quasiment le même partout dans le monde, chacun va se l'approprier, le jouer différemment. Donc déjà, vous donnez une flexibilité, le produit de départ c'est le même, mais fondamentalement la façon que vous allez avoir de le jouer va être différente. Donc vous ne serez pas dans la monotonie, vous êtes dans la même chambre à Paris ou à New York, ou etc. Probablement vous n'allez pas la vivre pareil. C'est-à-dire dans un cas vous allez ouvrir votre salle de bain, dans l'autre cas vous allez, etc. Et du coup, à la fois vous aurez les codes qui vous permettent de rebondir en maîtrisant l'espace, en le comprenant instinctivement. Et vous allez arriver et vous allez jouer la partie totalement différemment. Et du coup, vous n'avez pas cette lassitude. Et la standardisation de demain, c'est la possibilité de créer un espace
standard, mais qui va être modulable et que la Oui. personne peut s'accaparer Oui. elle-même, Oui. et qui va permettre l'intégration des technologies, parce Oui. on entend cette logique du bring your own device, quoi. En gros, chacun vient, il a son abonnement Netflix, Canal+, ou que sais-je, etc. Il a déjà avec son ordinateur, son smartphone, tout un tas de contenus, tout un tas d'expériences qu'il emmène avec lui. Il faut qu'il intègre ça dans son expérience de la chambre, par exemple. Il faut qu'il l'intègre, il faut qu'il puisse l'intégrer. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la chambre, elle a beaucoup de possibilités de fonction, etc., selon, encore une fois, les destinations, les temps de séjour, etc. Mais c'est aussi comme un endroit de relaxation. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de prolonger la journée de boulot. Il faut être, encore une fois, je crois que le maître mot aujourd'hui, c'est on est metteur en scène en tant que concepteur de nos clients et on leur offre plein de possibilités. Et après, c'est à eux, en fonction de leur usage, qui vont le faire ou pas le faire. Et c'est à ce prix-là, et seulement à ce prix-là, que les produits sont réussis. Parce que la personne ne peut pas vous dire le lendemain matin, ma salle de bain est fermée, c'est dommage, il y avait une belle vue, j'aurais pu l'ouvrir. Bah oui, mais dans ce cas-là, vous aviez qu'à l'ouvrir, c'est possible. L'ambiance sonore ou olfactive ne me va pas, mais monsieur, ça ne tient qu'à vous. D'abord, vous avez vos propres données sur vos portables, et secondo, il y a tout un choix possible. Donc c'est toujours cette logique-là. Et cette logique-là, elle est extrêmement facile. Aujourd'hui, elle est plus chère du tout. Donc on va à l'essentiel. Elle est abordable, on l'a démocratisée. Elle est très très abordable, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que le client ne comprend pas. Il ne comprendrait pas comment lui, chez lui, au prix, il connaît le prix, etc. Comment c'est pas disponible dans son expérience au niveau hôtelier. Mais d'abord, il ne comprendrait pas. Et je pense que ce qui est fondamental, et ça a toujours été vrai en hôtellerie, c'est de prioriser les attentes. Vous demandez à un client ce qu'il veut, il va vous faire une espèce d'inventaire à l'après-vert, et vous dites, c'est pas de problème, je vous mets tout ça dans la chambre, mais votre chambre, ça va être 250 €. Ah bah non, moi c'est 80 €. Ah bah oui, vous comprenez que vous n'allez pas tout avoir, faire un tri. Et c'est là où l'exercice devient intéressant et parfois un peu complexe, c'est de prioriser, de dire en numéro 1, 2, 3, voilà les attentes, mais si on met en 15, le 15 en 1, le client dit, mais c'est pas ça que je veux. Donc c'est extrêmement compliqué, mais qu'est-ce qu'il veut, encore une fois? On le sait à peu près. Je veux dire, il veut un super lit, il veut une salle de bain et il veut tout ce qui est connectique et les vitesses, etc. Une fois que vous avez fait ça, 90%, vous avez répondu à tout. Et vous n'aurez jamais aucun claim parce que le client, le matin, il a joué avec son espace, avec ses produits, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une révolution dans l'habitat et donc de l'hôtellerie, de dire, vous avez un espace flexible, il vous appartient d'en jouer. D'accord, donc c'est à eux de savoir quoi faire quand ils rentrent dans la chambre et de designer leur expérience quelque part. Ils aménagent leur espace. Ils le vivent comme ils le veulent.